c'est dans une ambiance triste que débute notre histoire. Lui, c'est Gustave, et il regarde ce monolithe au loin avec inscrit le nombre 34. Et aujourd'hui, il va passer à 33. Ce qui signifie que toutes les personnes qui ont 33 ans vont mourir. Seulement, comment c'est possible même qu'un rocher peut tuer des gens? Il y a 67 ans de cela, une femme géante, qu'on nomme la peintresse, apparaît et grave le chiffre 100 sur le monolithe. Et toutes les personnes ayant 100 ans ou plus ont disparu. Depuis ce jour, le chiffre diminue chaque année. On appellera cet événement la fracture. Et cette malédiction qui touche tous les habitants de la ville de Lumière, le gommage. Bon, maintenant, retournons dans le présent, 67 ans plus tard. Cette rose qu'on voit là, elle est pour Sophie, l'ex de Gustave. Et aujourd'hui, c'est le jour de son gommage. Si on en croit cette jeune fille, se nommant Maëlle, la sœur adoptive de Gustave. Gustave et Maëlle vont rejoindre Sophie à la grande place de Lumière pour lui dire adieu, car ce sont ses derniers instants. Et Gustave, lui, il souhaite lui parler, car cela fait quand même 4 ans qu'ils se sont séparés et qu'ils n'ont plus discuté en fait. Sur la grande place, toutes les personnes disent adieu aux personnes qui vont être gommées. Et en observant de plus près, on comprend que beaucoup d'enfants vont devenir orphelins en perdant leurs parents. Sur le port, avant de se dire adieu, Sophie offre à Gustave un uniforme d'expédition, celle de la numéro 33. Car ce que je ne vous ai pas dit, c'est qu'après chaque gommage, toutes les personnes qui le souhaitent, dont il leur reste 1 an à vivre, partent à la conquête du monolithe pour tuer la peintresse et briser ce châtiment. Et d'année en année, il y a de moins en moins de volontaires, dû aux chances minces de réussir des expéditions, un peu comme SNK en fait. D'un coup, l'atmosphère change, le ciel s'obscurcit et la peintresse agit. Le chiffre 33 est gravé dans le monolithe et toutes les personnes ayant 3 ans meurent, ainsi que Sophie. Gustave et tous les autres font leur deuil avant de partir à la conquête du monolithe. Emma, la sœur de sang de Gustave, qui est la conseillère en chef de Lumière, tente de dissuader son frère de laisser partir Maëlle en expédition, car elle a encore 9 ans devant elle. Mais ce dernier veut la laisser faire, car elle est déterminée à rejoindre les autres, et que de toute façon, elle mourra gommée en fait. Ensuite, il va bien se bourrer la gueule avant de partir avec ses compagnons d'expédition qui vont l'accompagner demain. Lucien, Lune, Ciel, Alain et Catherine. Emma, pour motiver l'expédition 33, va faire un discours. Membre de l'expédition. Le glaive de lumière. Nous honorons votre sacrifice. Nous vous remercions de consacrer la dernière année de votre vie à faire en sorte que l'espoir perdure à Lumière. Certains d'entre vous partent pour changer le monde. D'autres pour tenter de découvrir les secrets de l'univers. Ou bien pour protéger ceux qu'ils aiment. D'autres encore veulent trouver un sens à notre si fragile existence. Vous qui vous élancez dans l'inconnu, sachez que nous sommes avec vous. Le lendemain, après un long voyage sur la mer, l'expédition arrive au monolithe. À leur arrivée, un vieil homme aux cheveux blancs les accueille. S'ensuit un massacre où tous les compagnons de Gustave sont tués un à un, sous son regard impuissant. Gustave se réveille dans un endroit lumineux, une sorte de forêt, où il tombe sur des névrons. Les névrons, ce sont les monstres qui peuplent le monolithe. Et c'est cette raison qui rend les expéditions dangereuses bien sûr. Il s'enfonce ensuite dans une grotte où gît une centaine de cadavres, des membres d'anciennes expéditions. Sous la pression et par désespoir, il est prêt à mourir. Si tu fais ça, on meurt tous les deux. Heureusement, Lune est encore en vie et le sauve in extremis de se donner la mort. Mais le temps des retrouvailles est court, car un névron les attaque. Après ce premier combat, ils tombent plus loin sur les dépouilles de l'expédition 81, où se trouve à côté d'eux un névron inoffensif heureusement. Ils perçoivent des signaux de détresse de leur compagnon qui se fait tuer par un névron se nommant l'évêque. Après ce combat, Lune et Gustave trouvent un message de quelqu'un qui aurait sauvé Maëlle et qui l'aurait déposé aux étranges coraux. Seulement, Lune doute et pense que c'est un piège. Quant à Gustave, lui, il pense qu'il faudrait mieux aller aux étranges coraux pour sauver Maëlle. Après une dispute entre les deux compagnons, ils décident d'aller sauver Maëlle. Au lieu indiqué, ils trouvent une porte qu'ils ouvrent et les téléportent dans un manoir où Maëlle est bel et bien ici. Un homme étrange du nom du conservateur arrive et Maëlle dit que c'est lui qui l'a sauvé et qu'il est plutôt sympa malgré son côté étrange. En sortant du manoir, un étrange gremlins du nom de Noko surgit. Lui, c'est un gestral, c'est des pantins de bois en gros. Il va guider nos héros jusqu'à son village pour rejoindre la pâtresse où se trouve une autre mer à traverser. Lors d'un combat contre un névron, Maëlle semble interagir avec lui, comme si elle comprenait ce qu'il disait. Après un moment de repos, l'expédition se demande qui pouvait bien être cet homme sur la plage. Il semblait vieux,
sol et pas affecté par le gommage du coup. Bizarre tout ça. Arrivé devant le village des Gestrals, ils tombent sur des cadavres de Névrons. Et les Gestrals, vu qu'ils sont pas très malins, ils pensent que nos héros, bah ce sont des Gestrals aussi. Eh bien, ils sont plutôt balais ces petits trucs. Après avoir vaincu leur sac à patates, ils rencontrent la chef des Gestrals, Golra. Pour traverser la mer qui les sépare de la peintresse, ils ont besoin de quelqu'un du nom de Esquier qui serait capable de les aider selon elle. Mais pour cela, ils ont besoin d'un mot de passe pour aller voir Esquier, que Golra ne donnera qu'à pouvoir gagner le tournoi du village. Gustave arrive en finale et va affronter le champion qui est Ciel. Ciel rejoint l'expédition après la victoire du Gustave. Et toute l'équipe retourne voir Golra pour lui demander le mot de passe qui est dégage de là. Avant d'aller voir Esquier, c'est une pause qui s'impose au camp. Mais elle a une vision lors de la nuit où elle voit une femme blessée et l'homme mystérieux. Alicia, je t'avais dit de rester à la maison. Il n'est pas bon pour toi de voir ça. Oui, je comprends. C'est sa faute. Et elle n'en a pas conscience. Mais tu ne devrais pas être ici. Il met en garde Maël dans son expédition pour tuer la peintresse avant qu'il n'agisse pour les en empêcher de continuer leur aventure. Le lendemain, ils se rendent à l'endroit qui mène à Esquier. Gustave prononce le mot de passe au Gestral et... Dégage de là! Ok, bah Golra les a bien prank en fait. Ils arrivent au lieu où se trouvait Esquier, et c'est une sorte de poupée géante qui parle comme un golemon. Par contre, pour les transporter, il va avoir besoin de Florie, une pierre. Bon, c'est pas très logique, mais ils vont aller la chercher chez un certain François. Magie, mais elle m'a été volée par mon ennemi juré, celui dont chaque pas ébranle les fondations du monde, celui que l'on appelle François. Après avoir battu François, ce truc-là, il rend la pierre à Esquier, qui est, bah, même pas la bonne en fait. En réalité, elle se trouve aux falaises de Rochevague. En allant aux falaises, l'homme et la fille étrange reviennent encore une fois de plus. Bon, c'est qu'ils commencent à devenir agaçants ces deux-là. Mais au fait, on dirait pas, mais il est super balèze le Esquier. Il se foutrait pas de nous par hasard. Nos protagonistes arrivent au lieu où se trouve la pierre d'Esquier et combattent le maître des lampes. Suite au combat, c'est l'heure de prendre la mer à bord d'Esquier. Mais le vieil homme revient et blesse Gustave. En plus de cela, le maître des lampes revient en sortant du ventre de Esquier, occupant lune et ciel contre lui. Quant à Gustave, il sacrifie son bras métallique pour tuer le vieil homme. Mais cela ne suffit pas et Gustave meurt en se sacrifiant. L'homme téléporte Maël dans un endroit sombre, mais au final, la jeune femme sauve Maël en la sortant de ce lieu. Tu sais bien qu'elle est trop faible pour ça. Comment peux-tu lui faire prendre un tel risque? Maintenant, tu t'en préoccupes. Mon ange, tu aurais dû rester à la maison. Je t'avais dit de ne pas t'en mêler. Mais puisque tu es là, ne bouge pas et... Mais qu'est-ce que tu racontes? Retourne d'où tu viens maintenant. Cela ne te concerne pas. Quand ce sera terminé, nous rentrerons tous ensemble. Non! Puis, un étranger arrive pour sauver Maël. Il semble reconnaître ces deux personnes et même être assez proche d'eux. Le retour au camp, c'est un moment dur pour tout le monde, avec la mort de Gustave. L'étranger revient et va les guider vers la peintresse, et fait part qu'il est de l'expédition 0. Si vous voulez atteindre le monolithe, mieux vaut traverser la carrière au nord. Qui êtes-vous? Où avez-vous trouvé cet uniforme d'expédition? Étrange façon de dire merci. Désolé de ne pas avoir pu le sauver. Et si je porte cet uniforme, c'est parce que moi aussi j'ai fait partie d'une expédition. Quoi? Comment c'est possible? Je ne vous ai jamais vu. La première expédition. L'expédition 0. L'expédition 0? Mais vous êtes encore en vie et pas... Vieux? Je ne sais pas trop comment, mais... certains ont arrêté de vieillir. Et on n'est pas affecté par le gommage. Il apprend à l'équipe le nom de l'homme, Renoir, et qu'il vénère la peintresse car elle pense que c'est grâce à elle qu'il est immortel. Quant à l'étranger, il se nomme Verseau, et ce dernier connaît Esquier. Et d'ailleurs, les deux cachent un secret. Étrange. Bref, c'est sans doute un homme de confiance alors s'il connaît Esquier. Avant de continuer vers le nord, Maël veut enterrer Gustave. Verseau les amène aux terres oubliées pour ses funérailles. Ils arrivent à l'endroit dont parlait Verseau et enterrent Gustave sous cet arbre. Suite à ce moment touchant, Verseau les conduit à la gare de Monaco pour rejoindre un ami à lui qui va leur permettre de rejoindre le cœur de la peintresse, se situant à la vieille lumière. Ils arrivent à la gare à un endroit enneigé, ce qui change à d'habitude pour nos héros qui ne connaissent pas la neige. Mais bizarrement, Monaco n'est pas là. Toujours aussi lent, mon Dieu. Tes réflexes sont plus aiguisés que jamais.
En fait, Monoko, c'est un gestral, et il a su parler l'humain grâce à Verso, ce qui explique son côté chapardeur en surgissant. Noko revient aux côtés de nos héros pour les prévenir qu'un stalacte, un énorme névron de glace, arrive. Après une victoire du groupe, Monoko dévoile son pouvoir qui est de se transformer en névron avec une partie de leur corps. De retour au camp. Alors oui, il y aura beaucoup de passages au camp, mais je vais pas trop m'attarder dessus, parce que ils sont pas tous très utiles, c'est surtout pour voir les relations entre les personnages grandir. Bref. De retour au camp, Lune demande à Verso pourquoi il n'est pas retourné à Lumière. Ce dernier répond qu'il est bel et bien retourné en ville, mais que les habitants le craignaient. Pas étonnant après, quand tu sais qu'un bout qui revient d'une terre inconnue est immortel. Avec le temps qui passe, Verso et Eski ont enfin la confiance du groupe, ce qui permet de les intégrer officiellement dans l'expédition 33. Le lendemain, ils arrivent à la Vieille Lumière, où au centre de la ville se trouve le cœur de la Peintresse. Et ce que je ne vous ai pas dit, c'est qu'on appelle la fracture comme ça, c'est car la ville de Lumière fut séparée du continent. Donc l'autre partie de la ville est restée ici. Monoko utilise donc son pouvoir de transformation en stalacte pour ouvrir un passage, mais il fait un peu de dégâts. Lune et Ciel se retrouvent toutes seules avec Monoko, mais elles sont inquiètes pour Maël, car elles manquent encore de confiance envers Verso. Et en avançant, elles apprennent une nouvelle inquiétante en lisant le journal de l'expédition 58. Du côté de Maël et Verso, ils se dirigent vers le centre de la ville. Verso disparaît après un combat, mais selon Noko, c'est normal, donc pas de panique, je suppose. Elle continue en tombant sur un manoir qui lui semble familier. Et hélas, Renoir y en sort. Verso arrive pour mettre en garde Maël, et Renoir fait part d'une information surprenante, il est le père de Verso. Heureusement, Ciel et Lune arrivent au bon moment. Ils combattent tous ensemble le Renoir, mais le combat devient très vite dangereux. Tout le monde est sain et sauf, à part Noko. Le combat prend fin, et bizarrement, on dirait que Maël et Renoir ont tous les deux un lien. Qu'est-ce que ça pourrait être? De retour au camp, Verso s'explique aux autres en disant qu'il en avait marre d'être immortel et qu'il souhaite tuer la Peintresse. Et pas de bol, le cœur se trouvait à l'intérieur de ce manoir qui a disparu. Si le cœur de la Peintresse est dans ce manoir, il est donc impossible de la tuer de cette manière. Ils vont donc retourner voir le conservateur qui est capable de fabriquer une arme puissante pour tuer la Peintresse. Seulement, ils ont besoin de beaucoup de chroma. Le chroma. Alors, j'ai pas vraiment compris ce que c'est, mais en gros, c'est une sorte d'énergie qu'on peut trouver sur les névrons. Et pour cela, il va falloir tuer les névrons les plus puissants du monolithe, les Axons. Le lendemain, direction l'île au visage pour le premier Axon. C'est un lieu extrêmement étrange avec des visages énormes. Ils combattent l'Axon, se nommant le maître du masque. En donnant une partie des chromas au conservateur après avoir vaincu l'Axon, Maël a une vision de Renoir. C'était... J'ai vu... Renoir. Moi aussi, je le voyais dans mes cauchemars. Il peut être assez traumatisant. Il passe ensuite au dernier Axon, la sirène, la maîtresse des merveilles. Elle est redoutable et les envoûte avec son chant. Heureusement, Monoko utilise sa cloche pour qu'ils restent éveillés. Ils parviennent à la rejoindre en se frayant un chemin, mais ils se refont envoûter. Chacun y voit une personne morte qui lui est chère. Maël, Gustave, Lune, ses parents, Monoko, Noko, Ciel, son mari, et Verso, personne. Lune arrive à se défaire de son chant en revoyant ses parents morts, et vint la sirène. Le dernier chroma d'Axon est enfin apporté au conservateur. Et voici l'arme qui va permettre de battre la Peintresse. Je vous ai dit que Verso Eski avait un secret, non? Eh bien le secret c'est que cet alcool de Verso cache de l'alcool dans Eski MDR. Alicia revient pour donner une lettre à son frère. Mais Renoir tente de dissuader son fils une dernière fois avant qu'il n'aille tuer la Peintresse. Tu l'étreins. Et pourtant tu la condamnes à mort. Il veut lui expliquer que s'il la tue, lui aussi il mourra, car c'est elle qui lui permet son immortalité. Le lendemain, après un long voyage, ils y sont enfin. Leur objectif, la Peintresse. Ils sont prêts à venger leurs camarades défunts et à mettre fin à cette malédiction. Le combat se lance, mais aucune de leurs attaques ne fait effet, même l'arme que leur a donnée le conservateur. Elle va s'enfuir dans une sorte de portail, et nos héros la suivent. Et en parcourant toute cette zone, on comprend qu'elle retrace sa vie. Ils vont tomber sur une gare qui amène à Lumière, selon cet enfant qui dit que c'est sa ville natale. Qui est-ce? Le fils de la Peintresse? Au sommet de cet endroit, ils aperçoivent la Peintresse, avec celui qui semble être son mari. Est-il mort ou en vie? Tant de questions pour ce qui est une destination finale. Renoir apparaît et essaye encore d'empêcher son fils de tuer la Peintresse. Mais Verso n'en a rien à faire. Ils le combattent, mais se régénère de ses blessures. Le conservateur arrive et Renoir semble le connaître. Voici tout ce qui reste de ton fils. Le détruire ne te ramènera pas à ta fin. Cela ne fera que détruire le dernier lien qui reste entre vous. Le conservateur le tue, mais c'est bizarre quand même. Qui est-il vraiment? Le père de Verso, le mari de la Peintresse? Ils ressortent enfin de ce portail pour le combat final contre la Peintresse. Mais elle se met à parler à Verso comme si c'était son enfant, et aussi à Maël. Elle verrait en elle Alicia, la sœur de Verso qui est donc sa fille. Se lance enfin le combat final. Ils la battent, mais elle dévoile sa véritable forme. Verso appelle Eski en renfort pour la battre. Après un dur combat, ils battent la Peintresse. Verso lui dit adieu, et cela marque enfin la fin de ce cycle éternel. L'expédition 33 rentre à Lumière, à bord d'Eski. Les habitants de la ville fêtent leur retour, et la défaite de la Peintresse. Maël va voir Emma et les disciples de Gustave pour leur annoncer la triste nouvelle. Verso profite de ce moment de victoire seul, en lisant la lettre de sa sœur qu'il avait reçue plus tôt. En fait, Maël est la vraie fille de la Peintresse. Mais soudain, le monolithe explose et tout le monde est gommé.
Et si je vous disais qu'en réalité, toute cette histoire était fausse depuis le début, que ce n'était que la création et l'imagination de deux personnes? Tout va bien. Maëlle se réveille dans le corps d'Alicia, mais en fait, non. Elle ne se réveille pas dans le corps d'Alicia. Elle est Alicia depuis le début. Elle entend une voix qu'elle décide de rejoindre, c'est celle de sa sœur aînée, Cléa. Elle explique à Alicia que leurs parents sont encore dans le tableau. Mais concrètement, il représente quoi ce tableau? Ce tableau, il a été peint par leur fils mort dans l'incendie qu'on a vu dans la vision, Verso. Ce tableau est en fait tout ce qui reste de leur enfant. Et Aline, la mère d'Alicia, est donc la peintresse. Dans une tristesse sans fin, elle ne put accepter la mort de Verso et faire son deuil. Elle prit la décision de rester dans cette toile en se créant une fausse famille immortelle. C'est celle qu'on a vue, Renoir, Alicia et Verso. Quant à Renoir, lui, c'est le conservateur. Il a perdu face à Aline, impuissant, il a attendu le bon moment pour la vaincre. Pour cela, il détruisait les créations de sa femme. C'est donc lui qui provoquait le gommage. Aline, elle, empêchait la destruction totale de ses créations, d'où le décompte de chaque année inscrit sur le monolithe. C'est pour cela qu'il y a deux Renoirs. Celui qui veut protéger Aline et a tué Gustave, le faux, et l'autre, sous forme du conservateur, qui a tué sa copie immortelle. Cléa, la sœur d'Alicia, c'est elle qui était à l'origine des névrons. En fait, presque. C'est sa mère qui les a créés, mais elle les a repeints et a fait en sorte que les névrons absorbent la chroma et qu'elle ne revient pas à Aline pour qu'elle devienne moins puissante, permettant au conflit de ses parents de prendre moins de temps. C'est aussi Cléa qui a demandé à sa sœur d'aller dans la toile pour mettre fin au conflit de ses parents. Petit problème, elle a rené au sein de ce monde et est devenue Maëlle en oubliant qui elle était en dehors du tableau. Alicia redevient Maëlle et retrouve voir Verso. Il lui dit qu'en fait, elle préfère être Maëlle. Bon après tu m'étonnes, hein, quand t'as la tête défigurée dans le vrai monde, elle se dirige vers le vrai Renoir. Mais lui, il ne veut pas que sa fille reste ici en tant que Maëlle. Il essaye de la gommer pour qu'elle rentre dans le monde réel, mais il ne faut pas oublier qu'elle est la fille de la peintresse. Et donc, qu'elle a hérité de ses pouvoirs. Elle fuit au camp avec Verso, Esquier et Monoko pour bâtir un plan dans le but de vaincre Renoir. Elle parvient à maîtriser son nouveau pouvoir et ramène Ciel et Lune à la vie. Si elle peut les ramener elle peut donc faire revenir n'importe qui. Mais elle a besoin de beaucoup de chroma pour cela. Elle va donc utiliser la chroma sur les cadavres des membres des anciennes expéditions pour qu'ils ressuscitent temporairement le temps du combat. Toutes les expéditions se réunissent à Lumière pour se débarrasser des névrons et de Renoir. Ils combattent ses créations pour arriver jusqu'à Renoir. Et Maëlle veut faire comprendre à son père qu'elle ne veut pas qu'il détruise le tableau, car c'est tout ce qui lui reste de Verso. Mais Renoir aussi ne veut pas faire son deuil et dire adieu à son fils. Seulement, quand il voit l'état dans lequel est sa femme, il ne peut la laisser retourner dans la toile. De plus, il ne veut pas perdre sa fille, alors qu'il a déjà perdu Verso. Maëlle le bat, et Renoir retourne dans le monde réel. Mais pour Verso, cette toile est comme une prison, et veut que Maëlle retourne dans son monde. Il comprend cela quand il voit l'enfant qu'il était quand il avait peint ce tableau. Verso bat Maëlle, et la toile est détruite. La famille est enfin réunie au grand complet, le tableau n'existe plus, et font leur deuil devant la tombe de Verso. Mais ça, ce n'est que l'une des deux fins. Si Maëlle gagne contre Verso, tout le monde sera ramené à la vie, y compris Gustave et Sophie. Quant à Verso, il semble vide, dépossédé et contrôlé par Maëlle. Cette dernière est devenue la nouvelle peintresse, mais la toile qui était un monde illusoire à la base l'est encore plus. Maëlle refuse de faire le deuil de son frère et de le quitter, ainsi elle ne fait que de perpétuer un autre cycle éternel, celui du deuil et du refus de la mort.